Bonjour à tous. Donc je vais essayer, dans le temps qui m'est imparti, de vous donner un petit peu quelques pistes, parce que c'est un très très vaste sujet, dans l'accompagnement des familles dans l'obésité pédiatrique. Donc il y a un mot juste des recommandations qui concernent l'enfant. Ce qu'on sait, c'est que dans les grandes lignes de ces recommandations, il y a la question de l'accompagnement des changements des habitudes, il y a la question de l'éducation thérapeutique qui est complémentaire du suivi médical et qui est l'affaire de tous, avec les particularités du rapport au corps chez l'adolescente, mais ça, c'est pas le sujet du jour. Je vous ai remis ce visuel-là aussi de la HAS sur la notion d'évaluation multidimensionnelle de la situation de surpoids ou d'obésité chez l'enfant. Et on voit finalement, quand on prend tous les paramètres qui sont cités par la HAS, que finalement, presque tous concernent la famille et presque tous sont des leviers qu'on va pouvoir actionner dans l'accompagnement des parents. Un mot de la place du cadre familial dans l'obésité. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui avait été abordé aussi lors du webinaire dont parlait Geneviève. Il est vrai que l'obésité est souvent familiale, et bien évidemment que l'obésité de l'enfant est fortement influencée par le statut pondéral des parents, qu'on a une augmentation du risque d'obésité lorsqu'un parent est lui-même en situation d'obésité, et encore plus lorsque les deux parents le sont. Donc il y a évidemment un rôle prépondérant des parents dans la prévention. La question de l'environnement familial, qui est un terme très générique, qui concerne pas forcément ce qui est éducationnel. Il y a des facteurs comportementaux, il y a l'environnement dans lequel évolue l'enfant, et il y a toutes les habitudes de vie. Ça, on en reparlera. On sait aussi que, en fonction des styles éducatifs, en fonction de la culture, en fonction de l'environnement familial, des modèles parentaux, du mode d'alimentation aussi, très précoce, on va avoir une influence du risque d'obésité. Et donc, par rapport à la question des habitudes de vie, on sait aussi qu'il y a un lien fort entre sommeil et obésité. Et donc ça, c'est également un levier sur lequel on va travailler avec les parents, ne serait-ce que sur les rythmes de vie, tout bêtement, les habitudes de sommeil et les repas, le principe d'avoir 3 repas dans la journée ou 4, qui n'est pas forcément évident dans toutes les familles. Alors, je vous ai fait une petite diapo sur les styles éducatifs. Je vais pas la détailler, mais je vous la mets là parce que c'est quelque chose dont on parle beaucoup en pédopsychiatrie, pas spécifiquement dans la question de l'obésité, bien sûr, mais dès qu'on parle de guidance parentale, dès qu'on parle d'entretien motivationnel, dès qu'on parle de TCC, dès qu'on essaye d'agir sur des comportements problématiques chez un enfant, parce que c'est aussi de ça dont il s'agit, avec beaucoup de parents qui disent « moi, je veux bien suivre toutes les recommandations du médecin, mais moi, mon enfant, il veut pas, ça, j'y arrive pas, ça, il aime pas, il vole de la nourriture, il veut pas faire de sport », voilà, avec des choses parfois très basiques sur lesquelles on est amené à travailler avec les parents qui ont des difficultés pour aider leur enfant à changer son comportement, même quand eux-mêmes en sont convaincus. Et donc, en fonction, effectivement, du style éducatif de la famille, forcément, on va devoir le prendre en compte et on va travailler de manière différente avec les familles. Je vous ai mis ça pour que vous ayez un petit peu les styles éducatifs. Alors, le style démocratique, c'est un peu l'idée du juste milieu, d'être dans l'écoute et dans le dialogue avec l'enfant, tout en posant un cadre et des limites qui sont claires, qui sont définies et surtout qui sont tenues. Parce que poser des règles, c'est facile en théorie, mais voilà, on sait que plus il y a de règles, plus c'est dur de les tenir. Et il y a des parents qui vont mettre en place plein de règles, mais qui finalement, après, vont pas les mettre en application et vont avoir de la difficulté à dire non à l'enfant et à les tenir. Et donc, ce que montrent les études, c'est qu'il y a certains styles parentaux au niveau éducatif qui semblent favoriser le risque d'obésité chez l'enfant, notamment en termes de pratiques alimentaires. Les parents qui ont tendance à instaurer des pratiques alimentaires très restrictives, donc des parents qui vont être très autoritaires, très dans le contrôle, avec un modèle alimentaire parental de mauvaise qualité, un faible soutien parental, un faible niveau de sensibilité parentale, au niveau notamment émotionnel, on va retrouver plus de risques d'obésité.
Et ce que retrouvent également les études, c'est que les familles dans lesquelles il y a un style éducatif parental plutôt démocratique, en faveur d'une alimentation plus saine, avec de la pratique familiale d'activité physique, donnent de meilleurs résultats sur le poids des enfants, sans grande surprise. Par ailleurs, dans les familles où il y a des styles autoritaires et permissifs, on retrouve une augmentation du risque de l'appétit qui semble principalement médiée, là il y avait une étude sur le sujet de 2023, par la dérégulation de l'appétit et par les difficultés de stratégie enfin le manque, on va dire, de stratégie de régulation émotionnelle chez l'enfant. Donc, tout ça pour dire que dans le travail d'accompagnement psychologique, au sens très large du terme, et dans le travail qu'on va mener avec les familles, il y a plusieurs niveaux. Il y a la question de rechercher, bien évidemment, dans l'obésité de l'enfant, on va rechercher tous les facteurs favorisants de l'obésité et du maintien de la prise de poids chez l'enfant et de l'aggravation de l'obésité. Donc l'idée, c'est de toujours dépister une éventuelle participation psychologique à la prise de poids. Donc on va rechercher les facteurs déclenchants, certes, les facteurs de maintien. Il y a souvent des questionnements, pas que des parents, parfois aussi des professionnels, mais beaucoup des parents sur la cause, ah oui, mais ça, c'est parce qu'on a déménagé ou c'est depuis qu'on s'est séparés, voilà, avec l'idée qu'on a trouvé la cause. En pédopsychiatrie, la cause n'est que très rarement la cause. Généralement, il y a des facteurs déclenchants et il y a ensuite, bien évidemment, des facteurs de maintien. Et donc, il faut pouvoir faire une enquête la plus exhaustive possible là-dessus. La question d'un trouble psychiatrique ou du neurodéveloppement sous-jacent, bien évidemment, ça va être la base, avant même d'entamer un travail psychothérapeutique ou un travail de guidance parentale. Bien évidemment que si l'enfant présente un trouble psychiatrique, notamment un trouble anxieux ou dépressif, un trouble du comportement alimentaire, ou un trouble du neurodéveloppement sous-jacent, il va falloir en priorité prendre en charge ce trouble-là avant d'espérer pouvoir travailler sur le comportement et sur le changement avec les parents. Et puis, il y a le versant conséquences, où bien évidemment, on va évaluer le retentissement psychologique de l'obésité sur le plan de l'estime de soi, de l'anxiété, des relations aux autres, etc. Et après tout ça, on accompagne le changement auprès de la famille en prenant en compte tous les paramètres. En pratique, c'est très facile en théorie. En pratique, c'est compliqué. Il y a bien évidemment déjà la grosse difficulté qu'on a en tant que psy de faire accepter et comprendre le besoin d'aide. Il y a encore, c'est beaucoup mieux qu'avant, mais il y a quand même encore dans certaines familles un gros tabou autour de la question d'aller voir un psy. Encore plus en tant que parent, de se dire j'ai besoin d'aide pour éduquer mon enfant, je vais aller j'ai pas envie de raconter ma vie à quelqu'un d'autre, on n'a pas besoin d'aide et ça sert à rien. Enfin voilà, on a toujours quand même encore ces représentations là. L'importance du timing, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. En formation, c'est qu'il y a des familles qui ne sont pas prêtes, il y a des parents qui ne sont pas prêts, il y a des enfants qui ne sont pas prêts à entamer ce travail-là, mais en même temps, des fois, si on attend qu'une demande émerge, on peut attendre très longtemps. Et c'est bien dommage parce que c'est quand même beaucoup plus facile en pédopsychiatrie quand on s'y prend tôt et que les troubles ne se sont pas enquistés et compliqués. Partir de la plainte du patient et en particulier du parent dans ce qui nous amène aujourd'hui, c'est-à-dire que finalement la plainte du parent, la priorité du parent, ce que va amener le parent en consultation avec le pédopsychiatre ou le psychologue, va peut-être être très éloigné de la plainte du médecin qui nous l'a adressée ou de la demande initiale. Donc c'est de pouvoir dépister chez le parent qu'est-ce qui, lui pose souci, qu'est-ce qui le questionne, qu'est-ce qui l'inquiète chez son enfant, qui n'aura peut-être rien à voir avec le motif d'adressage initial, mais peu importe, parce que c'est en partant de ça qu'on va réussir à construire quelque chose. Rassurer, déstigmatiser, bon ça je pense qu'on a bien parlé, j'ai pas besoin de développer. Évaluer la motivation au changement, c'est ce fameux cercle de Prochaska, de pouvoir évaluer chez le parent et chez l'enfant où on en est de la motivation. Identifier les freins, du coup,
Et puis il y a souvent la question hein, de s'il ne veut pas, voilà, des parents qui vont dire mais mon enfant il veut pas, je lui ai déjà proposé d'aller chez le psy mais il veut pas, ou on y est allé mais ça a servi à rien, on n'y retournera pas. Donc voilà, ça c'est un peu le boulot des médecins de première ligne, beaucoup des médecins généralistes du coup, voilà, de pouvoir parfois travailler et parfois pendant plusieurs consultations cette question-là avec la famille pour qu'on puisse réussir à voir ses enfants et à voir leurs parents. Et avec l'idée que, ben oui, peut-être que vous allez venir du coup sans l'enfant, si l'enfant ne veut pas. Et ça, pour certains parents, c'est très difficile parce que ça va renvoyer à l'idée de, ah ben voilà, le psy, il va encore me dire que c'est moi le problème. Donc ça, c'est quelque chose dont qu'on travaille beaucoup, et surtout par rapport à la guidance parentale dont je vais vous parler. Parfois, il y a un gap difficile à passer pour pouvoir faire comprendre aux parents que si on veut les voir eux tout seuls, c'est pas pour leur expliquer que c'est eux le problème, mais c'est pour leur expliquer que finalement, c'est eux qui sont en difficulté avec cet enfant au quotidien, c'est eux qui vivent avec cet enfant au quotidien, et donc c'est eux qu'il faut outiller pour obtenir un changement durable de comportement chez l'enfant, quelle que soit la pathologie qu'on va traiter. Et donc ça, il faut prendre le temps de l'expliquer parce que, voilà, en France, on a beaucoup d'antécédents, hein, de culpabilisation des parents, enfin des mères bien évidemment en priorité, mais parfois des parents qui ont ces représentations-là encore du psy, qui va dire c'est la faute de la mère, ou même des antécédents de suivi psy qui ne se sont pas forcément bien passés et qui vont être des freins vraiment à cette prise en charge-là. Donc, en ce qui concerne l'évaluation initiale, donc ça va être l'évaluation du contexte de vie, des relations intrafamiliales, la recherche des facteurs déclenchants de maintien, je vous en ai parlé, des conséquences, la recherche d'un éventuel trouble psycho-affectif, d'un trouble du sommeil, d'un trouble alimentaire, d'un trouble du neurodéveloppement, d'un traumatisme. Et dans certaines situations, hein, le repérage d'éventuels signes évocateurs de maltraitance, d'abus ou de négligence. À l'issue de cette évaluation initiale, qui prend quand même généralement plus d'une consultation, on va mettre en évidence la nécessité ou non d'une prise en charge. Parfois, ça va être une prise en charge psychologique. Parfois, on va orienter vers d'autres accompagnements, notamment dans le socio-éducatif. Parfois, ça va être sur des propositions d'aide éducative ou d'accompagnement pluridisciplinaire. Et dans la proposition de prise en charge psychologique, ça va être parfois, dans certains cas, dans certaines indications, mais ce n'est pas la majorité, de la psychothérapie, de l'entretien motivationnel, toujours un petit peu, et puis surtout, la guidance parentale, qui est vraiment le cœur de notre métier. Et moi, notamment dans mon travail à l'Institut Saint-Pierre, je pense que 70% de mes consultations, je les fais avec les parents seuls, sans voir les enfants. Donc, je vous l'ai dit, parfois, ça peut être un travail avec l'enfant, hein, ne serait-ce que pour pouvoir proposer, lorsque l'enfant est en souffrance psychologique, un espace de parole, de soutien, et prendre en charge cette souffrance psychique. Ça va être de la psychoéducation. Hein, ça, c'est valable pour tous les troubles, pour toutes les pathologies, et la question de l'obésité n'y échappe pas. Le travail sur l'image du corps, l'estime de soi, l'affirmation de soi, qu'on peut faire en individuel, mais encore mieux en groupe. Le travail, bien sûr, sur la motivation au changement selon l'âge de l'enfant et d'identifier les freins au changement chez l'enfant aussi. En cas de trouble identifié, on va être amené à proposer une psychothérapie et donc chez l'enfant de la TCC en première intention. Et tout le travail, bien sûr, sur la gestion des émotions qui est souvent une plainte des parents et des enfants. Et donc avec les parents, ça va être la guidance parentale, le soutien à la parentalité, avec souvent, au devant de la scène, les difficultés parentales à mettre en place ou à tenir des règles hygiéno-diététiques préconisées, notamment sur les questions de gestion de temps d'écran, d'alimentation, d'activité physique, de sommeil, etc. Dans certains cas, on peut être amené à proposer de la thérapie familiale, hein, qui ne va pas être centrée sur la problématique de l'obésité, mais qui va être indiquée si on repère des dysfonctionnements importants au niveau de la dynamique familiale, ou dans les familles où il n'y a pas de communication ou pas de communication efficace. Voilà. Et parfois, on va juste passer beaucoup de consultations à travailler la demande d'aide avec les parents pour essayer de comprendre les freins à cette prise en charge de psy, dépister puis démonter, si on peut, les idées reçues dans les familles, parfois en lien avec les antécédents de prise en charge ou les antécédents psy des parents eux-mêmes.
Et donc pour réussir à mobiliser ses parents et pouvoir les mettre au travail tous ensemble. Ces fameux freins, justement, donc je vous disais les antécédents de suivi, les représentations, les idées reçues, la culpabilité, la honte, ça c'est quelque chose qui nous met beaucoup de bâtons dans les roues dans notre travail en pédopsychiatrie, dans la guidance parentale, avec voilà, la culpabilité de se dire mon job c'est d'être parent et j'arrive pas à l'assurer, je sais ce qui est bon pour mon enfant mais j'arrive pas à le mettre en œuvre, et voilà, et j'y arrive pas seule, et voilà, j'ai pas de prise sur mon enfant, ou alors j'arrive pas à tenir les choses, ou moi-même je n'arrive pas à m'y tenir, donc c'est ma faute. Et voilà, et avec des parents qui ont été parfois beaucoup stigmatisés, culpabilisés aussi de la prise de poids de leur enfant ou des difficultés de comportement de leur enfant. La question du déni, bien évidemment, la motivation, on en a parlé, le coût financier parfois, même si ça s'améliore maintenant avec les dispositifs de prise en charge des séances chez le psychologue, mais ça reste quand même un frein pour certaines familles. La peur des diagnostics, alors la peur du psy bien sûr, la peur des diagnostics, la peur des traitements, avec des parents qui vont se dire voilà, je veux pas qu'on diagnostique mon enfant, je veux pas qu'on lui colle une étiquette, ou je veux pas qu'on le mette sous traitement. Et puis bien sûr toute la part culturelle, familiale et éducative qui va faire que voilà, il y a des familles qui vont dire mais moi nous c'est pas contre vous, mais nous chez nous on fait pas ça, ou nous chez nous on va pas chez le psy et on va pas vous raconter notre vie. Donc cette fameuse guidance parentale, c'est vraiment l'étape clé et indispensable dans l'accompagnement en pédopsychiatrie. Je pense que vous l'avez compris. Je vous l'ai dit, on part de la plainte ou des plaintes principales des parents, parce que c'est ça qui va nous permettre de démarrer un travail, même si peut-être que la plainte principale des parents va pas être notre priorité de médecin en première intention, mais c'est ce qui va nous permettre de créer vraiment une alliance et d'avancer avec les parents pour pouvoir peut-être travailler sur les sujets un peu plus difficiles et plus sensibles. Ça nécessite du coup d'avoir pu établir une alliance avec la famille et vraiment expliquer le travail proposé et la notion de co-construction du projet thérapeutique de l'enfant. C'est-à-dire, on en a parlé juste avant, on sait maintenant qu'au niveau pédagogique, voilà, les approches où on va dire aux parents ce qu'il faut faire, où on va pointer la menace des complications de la santé, de l'avenir de l'enfant, ça ne fonctionne pas. Par contre, de pouvoir établir un plan d'attaque avec les parents en disant à quoi on s'attaque, quelle est votre priorité, qu'est-ce que vous souhaitez voir changer chez votre enfant, sur quoi vous avez besoin d'aide, ça permet de pouvoir mettre en œuvre des stratégies après au niveau éducatif avec les parents qui vont correspondre réellement à leurs attentes et pas aux attentes qui vont répéter qu'on leur a dit qu'il fallait dire au psy, ou alors de ce qu'ils pensent que la société leur demande de faire auprès de leur enfant. Donc c'est vraiment l'étape préalable pour mettre en place un suivi, même auprès de l'enfant. C'est-à-dire qu'on peut prendre en charge l'enfant, mais si en parallèle on n'explique pas les choses aux parents et qu'on n'aide pas le parent à mettre en pratique les choses et à garder un changement durable, ça ne va pas fonctionner. Et donc, voilà, moi ce que j'explique souvent à mes collègues et aux parents, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de prendre en charge l'enfant en individuel, ou en tout cas pas forcément en première intention, et ça va dépendre beaucoup aussi de l'âge de l'enfant et de l'accessibilité à une éventuelle psychothérapie. Dans l'idéal, bien sûr, il faudra avoir les deux parents. Il y a toute la question de la cohérence parentale qui joue un rôle très important dans les troubles du comportement de l'enfant et dans la modification des habitudes de vie. Et quand on parle de cohérence parentale, il y a bien évidemment la cohérence entre les deux parents quand il y a deux parents à la maison, mais il y a aussi la cohérence avec soi-même. C'est de si on fixe une règle un jour, il ne faut pas que le lendemain elle ait changé ou le mois d'après, et que lorsqu'on va établir avec l'enfant des règles, des stratégies, que lorsqu'une conséquence est annoncée, on la tienne, qu'elle soit positive ou négative, et qu'on reste cohérent dans ce qu'on va proposer à l'enfant. Et bien évidemment, c'est mon leitmotiv, moi, en pédopsychiatrie, il faut choisir ses combats. Parce que de dire, à partir de maintenant, c'est fini, on arrête les écrans, on fait du sport 3 fois par jour, et tu te couches à telle heure et tu manges comme ça ne marche pas. Ça marche jamais en pédopsychiatrie. Donc, dans cette idée de prendre le temps de faire l'enquête avec les parents de quelles sont leurs plaintes, quelles sont leurs priorités, par rapport à leurs valeurs en tant que parents et par rapport à leurs principes éducatifs, ça va être de se dire on va hiérarchiser ensuite tout ça et on va se dire par quoi on commence.
Et se dire par quoi on commence, ça sous-entend qu'il va falloir accepter de lâcher prise, très difficile pour certains parents, sur certains comportements ou sur certains domaines. De se dire, ben voilà, ça pour l'instant, on va dire que c'est pas grave. On l'a quand même dans notre liste, donc on sait que c'est important pour vous, mais pour l'instant, ça, on va pas s'en occuper parce que vous ne pouvez pas mener tous les combats en même temps et l'enfant lui-même n'arrivera pas à faire des efforts sur tout en même temps. Donc on va choisir ses combats, choisir ses priorités et c'est la meilleure manière de se retrouver en réussite et pas de se retrouver d'emblée en échec où on va dire on a essayé, ça marche pas, donc on abandonne. Je vous ai mis un outil intéressant d'évaluation. Alors, je vous ai mis entre guillemets compétences parentales, parce que je ne suis pas sûre que ce soit forcément le terme le plus approprié, ou en tout cas qu'il soit bien compris par les familles. Mais n'empêche que c'est un questionnaire qui est très intéressant. Je vous ai mis la source pour pouvoir évaluer avec les parents tout ce dont je viens de vous parler. C'est-à-dire d'évaluer les difficultés éducatives rencontrées par les parents, dans les domaines de l'attachement, des émotions, du cadre éducatif, du comportement de l'enfant, etc. Et donc, on propose aux parents de s'auto-évaluer, hein, d'évaluer à quel point vous vous sentez en difficulté dans tel et tel domaine. Ce qui va permettre de hiérarchiser, du coup, et de nous aider et d'aider le parent à mettre en évidence, finalement, quelles sont ses priorités au niveau éducatif. Et à partir de là, vous voyez, on va se fixer 2 objectifs qui sont prioritaires pour le parent. Et on va aussi, là, ce qui est proposé dans ce questionnaire-là, c'est qu'on fixe 2 priorités et on fixe aussi 2 choses où on se dit ça, de toute façon, je pense qu'on peut rien y faire, j'y arriverai pas, c'est pas possible. Hein, et donc dire qu'il y a des choses sur lesquelles peut-être qu'on n'y arrivera pas, qu'on ne pourra pas changer. Par contre, il y a plein de choses sur lesquelles non seulement on peut agir, mais en plus le parent se sent capable d'agir et de modifier les choses. Ce questionnaire aussi, il existe du côté enfant. Donc ça permet d'évaluer avec l'enfant comment il se sent au niveau émotionnel, au niveau de ses relations dans sa famille, de ses besoins, du cadre éducatif et au niveau, ah oui, je ne vous l'ai pas dit ça, il y a aussi des questions par rapport spécifiquement à la question du surpoids et de l'obésité. Alors je suis désolée, c'est tout petit, mais ceux qui sont devant, qui ont de bonnes lunettes, doivent le voir. Je vous ai mis également ce questionnaire-là que vous connaissez peut-être, qui est un questionnaire d'évaluation de la qualité de vie de l'enfant, donc qui n'est pas du tout spécifique à la problématique de l'obésité, mais qui permet d'évaluer de manière rapide, avec le parent et avec l'enfant, sa qualité de vie actuelle et de voir sur quoi on doit obtenir de l'amélioration. Voilà, ça, c'est un peu la conclusion de ce que je vous ai dit par rapport à la guidance parentale. Donc, l'idée, c'est de renforcer ce sentiment de compétence parentale. C'est des parents qui vont dire « mais de toute façon, j'y arriverai pas, et j'ai aucune prise, et on a déjà essayé, etc. » Donc, c'est de montrer aux parents que finalement, on peut arriver à des changements si on a des attentes réalistes et si on y va petit à petit. Donc, bien évidemment, ne pas juger et renoncer au rapport de force, de dire, voilà, moi, je sais ce qu'il faut faire, il faut que vous fassiez comme ça, il ne faut pas que vous lâchiez là-dessus, il faut vous y prendre de telle façon, ça ne marche pas. Donner des informations objectives, mettre en évidence les conséquences négatives, mais du côté des parents, pas de notre côté de médecin, de dire, voilà, pour vous, en quoi c'est problématique, l'obésité de votre enfant, en quoi ça vous inquiète, en quoi ça pose problème à votre enfant. Distinguer ce qui est négociable et ce qui ne l'est pas pour éviter de mettre de l'énergie pour rien dans des choses sur lesquelles on n'obtiendra pas de changement, tant du point de vue du médecin, du psy que du parent. Éviter les positionnements extrêmes, bien évidemment, et donc se fixer 2 à 3 objectifs maximum à la fois. Et bien sûr, ça je vous l'ai dit, prendre en charge en parallèle ou parfois en priorité les troubles de l'enfant. En pratique, je vous ai mis là quelques noms de programmes qui sont des programmes de guidance éducative qui ne sont pas du tout spécifiques de l'obésité pédiatrique, si ce n'est les programmes ETP. Il existe plusieurs programmes d'éducation thérapeutique du patient pour l'obésité pédiatrique. Les autres programmes que je vous ai mis, ce sont des programmes de soutien à la parentalité et des programmes de guidance parentale basés sur la parentalité positive, enfin sur l'éducation positive. Alors, la vraie éducation positive, pas celle des réseaux sociaux, c'est très important, c'est pas du tout la même chose. L'éducation positive, la vraie, ce sont des méthodes de guidance parentale qui sont validées scientifiquement, qui sont efficaces, mais ça ne veut pas dire
qu'on ne fait pas de phrases négatives et qu'on ne dit pas non à l'enfant et que l'enfant va découvrir tout seul les limites de la vie. L'éducation positive, ça n'a rien à voir avec ça. C'est notamment basé sur la question du renforcement positif, de renforcer les comportements adaptés de l'enfant, mais ça implique également de poser un cadre clair et défini. Voilà, et il y a des programmes thérapeutiques qui sont spécifiques de certains troubles chez l'enfant, le programme Barclay, les programmes de résistance non violente, que je développerai pas ici, mais je vous ai mis les liens. Et donc, du coup, pour essayer de résumer un peu et de faire les choses dans l'ordre, il y a bien évidemment en priorité l'alliance thérapeutique, évaluer les représentations, les croyances des parents et leur vécu émotionnel par rapport à la problématique de poids de l'enfant, évaluer le style éducatif parental, replacer ou placer tout court, peut-être, les parents en situation d'acteur, de dire, voilà, ce qui compte, c'est ce qu'on fait à partir de maintenant. D'évaluer les tentatives de régulation du parent. Qu'est-ce que vous avez tenté de mettre en place? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Renforcer les stratégies qui fonctionnent et les intentions de changement réelles et adaptées des parents. Mettre en évidence ensuite les stratégies dysfonctionnelles, et c'est sur ça qu'on va travailler. Donc on renforce, on fait la même chose avec les parents que ce qu'on préconise avec les enfants. On fait du renforcement positif, on renforce ce qui fonctionne. Surtout, ne changez pas si ça fonctionne. Par contre, sur ce qui ne fonctionne pas, moi, je vais vous amener des stratégies qui ont prouvé leur efficacité, qui vont vous permettre de changer ce comportement-là avec une stratégie plus efficace que ce que vous avez tenté jusqu'ici. Je vous ai mis cette diapo-là parce qu'il y a autour du renforcement positif, il y a parfois des résistances autour de cette question de « Ah oui, mais si je félicite tout le temps mon enfant, bah après, il va s'attendre à ce que je le félicite tout le temps. » Eh bien, tant mieux. C'est une bonne chose. En France, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a tendance, comme on aime beaucoup râler, on a tendance à beaucoup pointer tout ce qui ne va pas, tout ce qui n'a pas été fait. Moi, je l'entends beaucoup en consultation, des enfants en post-séjour qui reviennent en hôpital de jour, me racontant très fièrement tous les changements qu'ils ont mis en œuvre, et le parent qui arrive qui dit « Ah oui, mais hier, au goûter, il s'est mangé un pot de glace. » Voilà, et bravo, et il ne fait pas d'efforts, etc. Alors qu'il y a eu un craquage et 1000 efforts. Donc l'idée de ce renforcement positif et l'idée d'augmenter la motivation de l'enfant, c'est quelque chose qui est très puissant au niveau éducatif. Donc l'idée, c'est de pouvoir amener d'abord ce renforcement positif chez l'enfant et ne pas se dire « Ah, mais ce que je lui dis, c'est pour son bien, c'est pour lui, c'est pour son avenir, et il sait bien après les conséquences que ça va avoir dans sa vie, donc il faut qu'il change ses habitudes alimentaires pour cette raison-là. » Ben non, pas du tout, ça ne marche pas du tout. Donc, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est progressif. Et avant de se dire « je fais ça parce que c'est en accord avec mes valeurs et que c'est pour mon bien », il va se passer beaucoup de temps. Et un enfant n'en est pas capable. Donc, oui, on va utiliser le renforcement positif, qui est quelque chose qui a été validé, prouvé, qui est très efficace et qui est basé sur le principe du conditionnement et sur le fait qu'un comportement va apparaître de plus en plus fréquemment s'il est renforcé. Donc, un comportement qui est validé, qui est félicité, qui est renforcé, va se produire de plus en plus souvent. Et c'est ce qui va permettre, en passant par de la motivation extrinsèque, en félicitant l'enfant, de pouvoir développer petit à petit la motivation intrinsèque et ancrer une nouvelle habitude. Et au bout d'un moment, réellement, cette nouvelle habitude sera ancrée et aura moins besoin de renforçateurs externes. Ce qu'on sait aussi, et ça c'est bien prouvé, c'est que contrairement aux punitions, le renforcement positif, c'est ce qui permet d'ancrer un changement durable dans les comportements. Bon, ça je vous l'ai dit, donc je le passe parce que je pense que c'est l'heure, peut-être. Oui. Voilà, donc juste... Sur le fait que de soulever les efforts qui sont faits. Alors c'est valable pour les enfants, c'est valable pour les adultes. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. Il y a eu des études qui ont été faites en management qui montrent que de souligner, rien que de souligner verbalement la qualité du travail d'une personne, ça augmente sa rentabilité au travail. Et il y a eu des études très intéressantes là-dessus que j'ai pas le temps de vous développer aujourd'hui. Et donc c'est pareil pour un thérapeute, c'est pareil pour un parent. Donc de souligner les efforts qui sont fournis et pas uniquement les efforts qui reste à faire.
Un mot de l'entretien motivationnel pour finir. On sait que c'est quelque chose qui est préconisé dans la prise en charge du surpoids et de l'obésité de l'enfant et de l'adolescent, en particulier pour le versant modification des habitudes de vie. Donc il y a l'évaluation de la motivation au changement qui est le préalable, et ensuite toutes les techniques d'entretien motivationnel classiques qu'on va utiliser selon l'âge avec les parents et ou avec l'enfant, en identifiant les freins, les leviers, et c'est ce qui va permettre d'avoir des pistes d'action après en guidance parentale et en TCC, de pouvoir mettre en évidence des pistes d'action en accord avec le patient et ensuite lui proposer des outils pour arriver à ses objectifs. Ça, je vous l'ai dit, la peur des conséquences négatives de la maladie engendre peu ou pas de changement. Ça ne fait pas le poids face à la maladie. Pardon pour le jeu de mots. Les perspectives positives sont le meilleur levier de motivation. Donc la question de qu'est-ce que tu pourrais faire si tu avais moins de poids, qu'est-ce que tu ferais si tu pouvais refaire de l'activité physique, qu'est-ce que tu choisirais comme sport, qu'est-ce qui te motive toi. Donc trouver le levier chez le parent, ne pas faire la morale bien sûr, et partir de la réalité du patient et de la famille et pas du souhait du thérapeute. Bien évidemment, on implique toute la famille, ça paraît évident, mais on a encore très souvent des parents qui disent « Ah bah oui, mais on n'a pas réussi à tenir parce que c'est compliqué pour lui, le pauvre, il n'est pas content d'être au régime et il ne mange pas la même chose que nous ». Donc avec des enfants qui se retrouvent avec des régimes spéciaux, avec des assiettes spéciales, des toutes petites assiettes déjà, et puis pas du tout le même menu que le reste de la famille. Donc l'idée, c'est vraiment de bien faire comprendre aux parents qu'on ne met pas l'enfant au régime, bien sûr, mais surtout que les préconisations qui vont être données et ce qu'on va travailler dans le rééquilibrage alimentaire éventuel ou le changement des habitudes de vie, c'est bénéfique pour toute la famille, que ce soit les membres de la famille en surpoids ou non. Et donc, pour amorcer le changement en pratique, on fixe avec le parent et avec l'adolescent, quand on travaille avec l'adolescent, des objectifs réalisables avec des paliers très, très, très progressifs. Et il vaut mieux au début mettre des objectifs trop faciles, où on sait très bien qu'ils sont trop faciles et qu'on va y arriver très vite, pour améliorer le sentiment de compétence, d'estime de soi et la motivation. Et ensuite, on va augmenter en difficulté et on va y aller progressivement. On évite les objectifs de poids, on joue sur la motivation intrinsèque et extrinsèque, sinon ça ne marche pas. Et voilà, et ça je vous l'ai déjà dit. Je me répète un peu, mais c'est parce que c'est très important. Voilà. Merci Stéphanie. Bonjour, merci pour votre intervention. Moi j'aurais aimé savoir s'il y avait des programmes spécialement prévus pour les enfants porteurs de troubles, de déficience ou de retard. Alors oui, je sais qu'il en existe. Après, moi, c'est pas la population que j'accompagne, en particulier sur l'Institut Saint-Pierre. En fait, alors oui, il y a des programmes spécifiques, mais en fait, tout simplement, on fait juste attention à prendre en compte l'âge de développement de l'enfant. C'est-à-dire que quand un enfant a une déficience, selon l'intensité de la déficience, c'est juste qu'au niveau éducatif, on va utiliser des programmes parentaux qui correspondent à l'âge développemental de l'enfant. Et il y a notamment le programme Incredible Years, qui est un programme, très très chouette programme qui vient d'Angleterre, qui est maintenant traduit en français, qui est un programme de guidance éducative qui est pour les enfants de 2 à 6 ans. Donc pour des enfants très jeunes, et ce qui permet pour les enfants ou les adolescents avec déficience de pouvoir, voilà, en fonction de l'âge développemental de l'enfant, si on a un enfant qui a finalement un âge développemental de 4 ans, on va utiliser ce type de programme-là. Dans le champ de la déficience, il y en a qui sont dédiés à des pathologies bien précises, et donc vous pouvez avoir des référentiels sur ce qu'on appelle la filière déficience, parce qu'il y a aussi il y a des filières obésité, mais il y a aussi la filière déficience. Et dans ce champ-là, il y a un tas de ressources qui sont accessibles. Si elles ne sont pas en direct, vous pouvez contacter les personnes référentielles qui vous donneront ça. Après, bon, Barclay, tu l'as un peu évoqué, c'est essentiellement pour les enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement et des troubles obsessionnels, des TDAH spécifiques, enfin bref. Il y a toute une définition qui répond au Barclay. Là, c'est une formation spécifique qu'on peut faire, qui est accessible, donc à laquelle vous... Voilà.
Et puis, il y a des équipes ici qui accueillent des enfants différents dans le champ de l'obésité, l'équipe d'Entrenage, je ne sais pas où ils sont. Voilà, et donc eux, ils ont une habitude, donc ils sont là, ils ont une habitude forgée au contact des enfants différents, non-verbaux ou hyperactifs, comportements difficiles, voilà. Où là, là, je pense que c'est plus l'expérience, parce que c'est ça qui est important. La théorie, je suis OK, c'est bien, il faut un cadre, là aussi, mais la pratique autour de ces difficultés, elle est fondamentale. Donc peut-être, ils peuvent être sites de stage pour ceux qui veulent voir comment ça se passe en pratique. Ce qui est vraiment intéressant dans les programmes parentaux, au-delà du contenu, parce que maintenant, ils sont quand même tous globalement basés sur les mêmes bases théoriques. Hein, c'est de la TCC, c'est des principes d'éducation positive. C'est aussi l'effet groupe. C'est que parfois, voilà, comme c'est des programmes qui sont validés en groupe, il y a aussi l'effet vraiment très porteur du groupe, la paire aidance, qui va permettre que les échanges entre les familles, et on le voit bien, moi je fais beaucoup de groupes Barclay, effectivement, pour les enfants avec TDAH, avec des troubles oppositionnels, ce qui va être dit par un autre parent va avoir 1000 fois plus de portée que ce que moi, j'essaye de dire depuis 2 ans. Hein, il y a plein de sujets comme ça, où finalement, ça a été dit par un parent une fois dans le groupe, et ça y est, on va l'avoir convaincu. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très, je trouve très riche, très efficace. Écoutez, merci. Merci Stéphanie. Merci. Je suis docteur Sophie Mazy, je suis médecin nutritionniste. J'exerce à la clinique Les Oliviers à Galargues-le-Montueux. Donc avec Tiffany Baconnier qui est psychomotricienne et qui intervient dans notre établissement. On va vous faire une présentation sur la thérapie psychomotrice dans l'obésité, en tout cas l'expérience dans notre SMR. Je voulais d'abord remercier le CSO, le Dr Pierre Jandel, Estelle Bertrand, qui nous ont permis d'intervenir notamment aujourd'hui, et Monsieur Romain Vigne, qui est diététicien dans notre service, coordonnateur du service de réadaptation nutritionnelle, et qui a très grandement participé à la présentation que vous allez avoir. Donc la clinique Les Oliviers, c'est une clinique de soins médicaux et de réadaptation avec les spécialités polyvalentes gériatriques, endocrinologie, diabétologie, nutrition. On est un établissement certifié avec mention haute qualité des soins par la HAS en septembre dernier. On prend soin des personnes en situation de surpoids, d'obésité, de diabète, de haut risque cardiovasculaire, de troubles du comportement alimentaire sauf anorexie, et avant et après une procédure de chirurgie bariatrique. On est doté de 28 lits en hospitalisation complète, 30 places en hospitalisation de jour. On prend en soin environ 1000 patients par an auprès de 3 programmes d'éducation thérapeutique, un sur l'obésité, un en préparation à la chirurgie bariatrique et un autour du diabète. Donc la force de notre service, c'est avant tout la grande diversité professionnelle, avec une équipe médicale, paramédicale et thérapeutique au sens large, apportant des compétences variées et complémentaires, autant dans le domaine de la réadaptation physique, diététique, que sur le plan de la santé mentale. Notre projet médical est construit autour de 3 programmes d'éducation thérapeutique. Le parcours personnalisé du patient est défini par l'équipe pluriprofessionnelle au cours d'un bilan initial. Le parcours s'organise ensuite autour de 2 modalités d'hospitalisation, l'hospitalisation complète et l'hospitalisation de jour. Le projet est réévalué régulièrement tous les 3 à 6 mois en bilan de suivi. Et on propose un travail thérapeutique et comportemental autour du psycho-bien-être, de la mobilisation physique et de l'alimentation, évidemment. Comment y arriver la psychomotricité dans notre parcours de soins? C'était fin 2022, début 2023. Tout simplement en réponse à des problématiques patients récurrentes auxquelles nous n'arrivions pas à répondre complètement malgré notre équipe déjà variée. Le besoin d'inclure la psychomotricité s'est donc imposé à nous, et je pense notamment à 2 situations, des difficultés de perception des sensations alimentaires chez des patients qui étaient déjà accompagnés sur du comportement alimentaire avec des diététiciennes, qui avaient malgré tout des difficultés à ressentir leurs sensations, et des troubles de l'image corporelle chez les patients, notamment en post-chirurgie bariatrique, mais c'est des problématiques qu'on peut également voir maintenant avec les thérapeutiques qu'on a vues comme le Wegovy ou le Mounjaro. De manière concomitante à notre réflexion interne, finalement la HAS a publié en janvier 2023 son guide du parcours de soins pour le surpoids et l'obésité,
Et il y a une fiche qui est assez précise et qui précise assez clairement le rôle du psychomotricien auprès des patients en situation d'obésité. Donc, je vais laisser Tiffaine vous présenter son rôle. Bonjour, donc moi je suis Tiffaine Baconnier, je suis psychomotricienne en CESAD auprès d'enfants porteurs de handicap et de troubles de développement et également donc j'interviens à la clinique des Oliviers avec grand plaisir depuis 2 ans. Donc la psychomotricité c'est une profession paramédicale, auxiliaire de médecine. C'est avant tout une approche globale de la personne. Elle considère que les fonctions motrices et l'état psychique, affectif et relationnel sont en lien et ont des effets l'un sur l'autre. La psychomotricité s'adresse à tout le monde dès lors que le corps parle et met en évidence un trouble fonctionnel ou une souffrance. Dans son champ d'intervention, défini par le décret de compétence de 1974, le psychomotricien assure des missions d'éducation psychomotrice, prévention, dépistage, accompagnement, de rééducation. C'est souvent comme ça qu'on connaît la psychomotricité dans les troubles psychomoteurs, notamment auprès des enfants. Et aussi un rôle de thérapie psychomotrice. C'est essentiellement à travers cette dimension de thérapie que se pratique la psychomotricité en service de rééducation nutritionnelle. Donc moi, à la clinique, je ne fais que de la thérapie psychomotrice. Je ne fais pas du tout de rééducation. La thérapie psychomotrice est une relation d'aide visant à améliorer la relation que le patient entretient à son corps et à lui-même. Elle utilise un ensemble de techniques psychocorporelles visant à prendre conscience de son corps et en faire un instrument capable de s'exprimer et de communiquer. Les séances permettent d'expérimenter une unité corporelle, à la fois motrice, psychique, sensorielle et émotionnelle. La thérapie psychomotrice s'intéresse au vécu du corps et est en particulier indiquée lorsque la dimension affective ou relationnelle paraît dominante dans l'installation du trouble. L'idée générale, c'est d'accompagner la personne à se reconnecter à son corps, à le sentir comme efficient, solide, capable, et à apprendre à y vivre avec plaisir ou pour le moins de manière apaisée. Je vous parlais maintenant des indications pour les personnes atteintes d'obésité. Donc principalement, on va retrouver les troubles du schéma corporel et de l'image du corps, pouvant être causés par le surpoids, la vitesse de la prise ou de la perte de poids, des accidents corporels, des opérations, des maladies graves ou un handicap, l'insatisfaction corporelle, les défauts de confiance et d'estime de soi, la dysmorphophobie, le stress, l'anxiété, les troubles de l'humeur, les troubles psychosomatiques, les troubles du sommeil et les défauts de perception de sensations. Je débute toujours les suivis par une évaluation individuelle où je me présente, explique en quoi consiste la thérapie psychomotrice, évalue la nécessité des soins et leur forme durant un entretien clinique et la passation du test de Dallarin, de Pierre Dallarin, qui est psychomotricien et psychothérapeute. C'est un cofondateur du GROS aussi. C'est un test qui vise à évaluer le degré d'intégration corporelle sur le plan psychique. On va en reparler plus tard, c'est un test qui donne un score sur 40. Je vérifie également qu'il n'y ait pas de contre-indication au travail psychocorporel, surtout au vu des comorbidités qu'on peut trouver chez les patients en situation d'obésité. Je pense notamment aux pathologies psychiatriques. Les interventions en psychomotricité peuvent se décliner sous plusieurs formes. Durant ma journée de présence aux Oliviers, je propose 5 consultations en individuel le matin et 2 groupes thérapeutiques de 2 heures les après-midi. Le groupe permet un étayage et un soutien mutuel via la compréhension et le partage que peut ressentir un groupe de pairs, aussi hétérogène soit-il. Ces ateliers sont toujours pratiques dans le sens où les patients s'engagent corporellement à travers les propositions. L'atelier commence toujours par un scan corporel, exerçant à observer et à lire son corps et ses émotions. S'ensuit un moment d'échange et de partage autour de l'actualité de chaque participant. Nous enchaînons ensuite sur des propositions d'exercices, toujours ponctuées par des moments de verbalisation des ressentis et du vécu de chacun. J'interroge ensuite le groupe sur l'utilité de ces expérimentations et réfléchissons ensemble aux apports d'une telle pratique. Enfin, nous terminons toujours par un moment de relaxation, adapté selon la thématique abordée. Voici quelques-uns des thèmes des séances. Alors, c'est des thèmes que je peux décliner sur 2 ou 3 séances selon le thème. Donc, la perception et l'écoute de ses sensations, sensations alimentaires, fatigue, tension, émotions. La conscience corporelle, la longueur, la largeur, le volume, les limites, l'enveloppe. L'image du corps et sa construction, la confiance en soi et l'estime de soi, le dialogue tonico-affectif comme vecteur de communication, le regard de l'autre et le regard sur soi-même, le plaisir de bouger et d'utiliser son corps de manière efficiente et harmonieuse,
la recherche de confort et de bien-être, la bienveillance et l'autocompassion, le lâcher-prise et la détente à travers la gestion du stress, des émotions et de la douleur, la posture, les appuis, le tonus, l'équilibre et l'ancrage. Au-delà du groupe, le cheminement personnel reste majeur. Chacun apprend à s'approprier les outils et expériences proposés en groupe, prenant conscience de ses capacités et du chemin qu'il reste à parcourir de façon individuelle. Il est parfois nécessaire d'approfondir une notion abordée lors d'un atelier ou d'échanger autour de son vécu et de ses difficultés propres dans un contexte privé. Les séances individuelles permettent de partir des besoins et de la problématique intime du patient. Elles sont souvent réservées aux patients les plus fragiles ou présentant des troubles associés. Je pense aussi aux patients qui ont vécu des expériences traumatiques qu'on rencontre souvent. En atelier comme en individuel, les médiations utilisées sont l'engagement du corps dans le mouvement, l'expression corporelle, la danse, les étirements, les différentes techniques de relaxation thérapeutique, le massage et l'automassage, mais aussi des protocoles ou exercices plus précis, pouvant être tirés de l'hypnose, du théâtre de l'opprimé, de la pleine conscience. On va maintenant vous présenter notre expérience au sein de notre établissement de la thérapie psychomotrice. Tout d'abord, on a réalisé une petite étude quantitative que je vais vous présenter et ensuite Tiffaine vous présentera un cas clinique. Donc, concernant cette petite étude quantitative, elle est rétrospective, elle est non comparative. Le recueil des données s'est fait par le biais d'un trousseau de questionnaires sur la santé globale, sur le comportement alimentaire, que nous demandons à tous nos patients de remplir au moment de leur admission et régulièrement au moment de leur suivi, donc tous les 3 à 6 mois. On a un ensemble de questionnaires. Par rapport au questionnaire au test de Delarin, c'est Tiffaine qui le fait passer lors de son premier entretien, qui peut le faire régulièrement en fonction de ses besoins et qui le fait à la fin de sa prise en soin dans tous les cas. Donc, depuis l'arrivée de Tiffaine dans notre établissement en janvier 2023, au total, on a 101 patients qui ont pu être bénéficiaires de psychomotricité. Donc, on a décidé, c'est de vous présenter quelques chiffres, d'inclure les patients qui étaient venus au moins sur 12 séances en un an pour essayer d'avoir une certaine représentativité dans leur évolution, ce qui nous donne 32 patients. On a exclu quelques patients pour des données manquantes, des perdus de vue, des indications qui étaient un peu en marge. Finalement, on avait 2 patientes en post-bariatrique non obèses qui nous semblaient avoir des profils différents des 25 autres, enfin des 30 autres, donc on les a retirés. Donc finalement, 25 patients qui ont été pris en soins sur 23 séances sur 15 mois entre mars 2023 et mai 2025, avec un âge moyen de 53 ans, 25 femmes pour un homme, un IMC moyen autour de 40,2. Donc juste pour le test de Delarin que je vais vous montrer, finalement c'est un test qui est sur, je sais pas si tu veux le faire, qui est sur un score sur 40, qui va évaluer à quel point le patient habite son corps, donc avec des interprétations donc, en fonction vous habitez rarement votre corps et c'est souvent un problème, vous n'habitez pas souvent votre corps et c'est parfois un problème, vous n'habitez pas toujours votre corps mais ce n'est pas un problème, c'est là où on souhaite amener nos patients, et vous habitez votre corps dans la plupart des situations, c'est l'idéal. Donc les résultats pour nos patients sur le test de corporalité de Delarin. Donc les résultats pour les 25 patients, le score moyen initial était de 17,54 sur 40. Donc une moyenne des patients qui n'habitaient pas leur corps et pour qui c'était un problème en début de prise en soin. Le score moyen final a été majoré à 22,33 sur 40, donc avec une moyenne des patients qui étaient passés dans la catégorie supérieure, c'est-à-dire qu'ils n'habitaient pas toujours leur corps, mais pour qui ça n'était plus un problème. 79% des patients ont amélioré leur score, dont 32% sont passés au-dessus de la catégorie de 21. On a ensuite fait une sous-population de ces patients qui sont passés au-dessus de 21 après psychomotricité. La population était relativement similaire en âge, en IMC et en nombre de séances que la population initiale. Et la question dans cette sous-population, c'était de savoir si l'amélioration du taux de corporéité influence les autres indicateurs de santé globale et de santé alimentaire. Donc, parmi nos questionnaires qui sont soumis systématiquement à nos patients, on a le questionnaire EQ5D de qualité de vie.
Donc, sur notre petite population, 89% des patients ont amélioré ce score avec plus 19,93 points de qualité de vie. Sur le score de Rosenberg, donc le score d'estime de soi, 78% des patients ont amélioré ce score, dont 54% sont passés au-dessus de 34, c'est-à-dire qu'ils avaient au final une forte estime d'eux. Il y a également donc, dans notre trousseau de questionnaires des questionnaires évaluant le comportement alimentaire. Donc le DEBQ qui est sous forme de trois rubriques sur la restriction, l'externalité et l'alimentation émotionnelle. Donc 44% des patients ont diminué leur restriction cognitive, 78% des patients ont diminué leur externalité. Donc pour ces deux critères, on voit quand même des différences de score moyens avant-après qui sont assez faibles. En revanche, sur l'alimentation émotionnelle, 89% des patients ont diminué leur alimentation émotionnelle avec un différentiel de moins 0,91 points sur 5, donc, ce qui est pas mal. Concernant le score de BES, donc, qui est en dépistage de l'hyperphagie-boulimie, 69% des patients avaient un score évocateur d'hyperphagie boulimique avant prise en charge, contre seulement 15% après. Donc évidemment, on est sur une prise en soins pluridisciplinaire, donc ce n'est pas uniquement la psychomotricité qui est magique dans les TCA. Et sur le score IES, donc d'alimentation intuitive, 67% des patients ont amélioré ce score, mais là aussi avec une différence de score moyen avant-après qui est assez faible. Et donc sur les critères anthropométriques, poids, IMC, tour de taille, il n'y avait pas d'évolution ni positive ni négative chez nos patients. Donc les limites de cette petite étude, c'est qu'on a un très faible nombre de patients. L'étude n'était pas comparative avec un groupe témoin. On ne peut pas conclure que c'est la psychomotricité qui a amené ces évolutions chez nos patients. Et ils avaient également en parallèle d'autres soins en fonction de leurs besoins. C'était pas systématisé. Certains avaient de la diététique, d'autres non. Certains avaient de l'activité physique, d'autres non. Donc voilà. Et on voit quand même qu'il y a peu ou pas d'impact sur le poids. Sur ces trousseaux de questionnaires, on avait également rajouté une question ouverte. Donc, on avait demandé aux patients, parlez-nous des effets perçus de l'accompagnement en psychomotricité. Donc, je vais vous lire celles qui sont revenues le plus souvent. Avoir conscience de mon corps à 74%, être plus à l'écoute de mes sensations corporelles à 47%, mieux gérer mes émotions à 42% et être plus respectueux de mes besoins à 26%. Donc, on vous présente maintenant un cas clinique. Donc, on va vous parler de Madame D, qui est une dame de 50 ans, qui a 3 enfants d'un premier mariage, qui sont adultes, qui sont donc non à charge. Elle a divorcé en 2017. Elle est actuellement en concubinage. Elle est intermittente du spectacle et elle n'est plus en activité depuis un épisode dépressif en 2017. Dans ses antécédents notables, c'est une dame qui a une hypertension artérielle, un SAOS sévère appareillé. Elle a, au niveau psychologique, subi une agression sexuelle dans l'adolescence. Elle a un trouble dépressif persistant depuis 2017 et un TCA hyperphagie boulimique depuis 2020, qui a été diagnostiqué en 2020. Au niveau chirurgical, elle a eu une abdominoplastie et une réduction mammaire en 2007. C'est une dame qui a donc 3 grossesses, 3 enfants et qui est en préménopause. Elle n'avait pas de surpoids ni d'obésité dans l'enfance. Le début de la prise de poids remonte à ses 23 ans, en lien avec la fin d'une relation amoureuse conflictuelle, déclenchant une alimentation émotionnelle avec compulsion. Le premier régime a eu lieu à 24 ans, sur injonction de son futur mari, je cite, « m'a demandé de perdre du poids pour tomber amoureux de moi ». Le poids de ses 3 grossesses a été reperdu par régime restrictif. Elle a eu ensuite une abdominoplastie, une réduction mammaire en suivant. Elle a à ce moment-là stabilisé son poids autour de 70 kg avec un IMC donc à 26. En 2017, il y a eu une prise pondérale majeure dans un contexte de divorce compliqué d'épisodes dépressifs avec compulsion, de nombreux autorégimes très restrictifs avec un effet yo-yo entre 70 et 110 kg. En 2020, c'est la première fois qu'est évoqué le diagnostic de TCA d'hyperphagie boulimique. Elle avait été mise à l'époque sous antidépresseur paroxétine. Elle avait eu un suivi avec un psychiatre assez irrégulier, puis complètement arrêté. On la prend en charge pour la première fois à la clinique en février 2023, au poids de 112 kg, un IMC à 41,8. Elle a fait un séjour en hospitalisation complète de 3 semaines, initialement dans son parcours.
à l'occasion du début de son parcours, on l'a réadressée vers une psychiatre donc spécialisée TCA, le docteur Sultan Astella. Elle a arrêté la paroxétine, introduit la fluoxétine et la buspirone pour l'anxiété, et elle la suit maintenant régulièrement. Ensuite, à son séjour en hospitalisation complète, elle est suivie depuis en hospitalisation de jour sur 3 axes, psycho-bien-être, comportement alimentaire et activité physique. Je rencontre Madame D en juillet 2023, quelques mois après son séjour en hospitalisation complète. Elle est alors en hospitalisation de jour et bénéficie de séances de groupe autour du comportement alimentaire et d'un suivi en APA. Elle m'est adressée par l'équipe au vu de ses difficultés à ressentir son corps. Celle-ci me rend compte d'un défaut de perception de sensations alimentaires majoré par une tachyphagie entraînant une hyperphagie pandriale. Lors de notre première rencontre, je découvre une femme souriante, très douce et bien en relation. Je note son aspect négligé et une hygiène approximative. Ses vêtements sont tachés, mal ajustés, ses cheveux sont sales. Elle me livre assez facilement son histoire, associant spontanément son trouble alimentaire et sa prise de poids à une agression sexuelle subie à l'adolescence. Bien qu'elle ait depuis travaillé sur ce trauma, Madame D est toujours suivie en centre médico-psychologique, cet épisode est alors totalement passé sous silence. Nous retraçons ensemble son parcours de classique de régime, perte et prise de poids, avec tout le découragement et la mésestime de soi qui l'accompagnent, mais aussi les changements de taille et de volume. À l'âge de 33 ans, suite à une perte de poids importante et afin de soulager des douleurs dorsales, elle bénéficie d'une abdoplastie et d'une réduction mammaire. Sa vie affective est émaillée de relations insécures et maltraitantes, consolidant une image d'elle-même déjà bien fragile. Aujourd'hui engagée depuis de nombreuses années dans une relation amoureuse stable, elle évoque, après plusieurs séances, des difficultés lors des rapports intimes. Au quotidien, Madame B alterne des phases d'activité bénévole et créative où elle s'engage pour les autres, n'économisant pas ses forces et son temps, avec des phases plus dépressives où elle a tendance à s'enfermer et à fuir le contact. Le test de corporéité de Dallarin, donc niveau d'intégration corporelle sur le plan psychique, donne un score de 12 sur 40, ce qui indique que la problématique du corps nécessite d'être prise en soin. L'indication du travail psychocorporel me paraît très ajustée. Au total, je définis plusieurs axes de travail auprès de Madame D. La question de l'accès aux sensations corporelles, alimentaires, mais aussi au plaisir et à la détente. La gestion de l'angoisse et de ses conséquences via l'écoute et le respect de ses besoins. Les troubles de la représentation du corps avec en sous-bassement la question de la sexualité. Au vu de l'état de fragilité de cette patiente, je propose à l'équipe de débuter le suivi en couplant sa participation au groupe de thérapie psychomotrice à des séances individuelles. Je propose à Madame D de débuter immédiatement ce travail. Elle s'investit tout de suite pleinement dans ce travail psychocorporel. Elle participe aux séances de groupe de façon active. La mise en corps lors des exercices proposés n'est pas toujours aisée pour elle. Malgré la bienveillance, le cadre sécurisant posé par le groupe, et bien qu'exerçant un métier de scène, le regard des autres sur son corps est douloureux. Le travail sur la perception des sensations corporelles avance assez rapidement. Les séances sur l'ancrage, les appuis, les différents états toniques en lien avec les émotions, le stress et l'environnement sensoriel lui font particulièrement écho. Elle profite pleinement de ces moments de travail et d'écoute de soi et de son corps avec les autres. Elle se montre progressivement plus respectueuse de ses besoins et de ses limites, notamment concernant la question de la fatigue et du repos. Ainsi, après une chute engendrant une entorse, elle va ressentir la douleur d'une cheville plusieurs fois tordue par le passé et jamais soignée, consentir à se rendre chez le médecin et à effectuer sa rééducation, ainsi qu'à limiter ses efforts durant un certain temps. Le travail d'acceptation se met en route. La culpabilité liée à la culture grossophobe ambiante se déconstruit lentement. Madame D se montre vive, fait aisément des liens, ses interventions sont souvent pertinentes et bienveillantes. L'identification de ses besoins s'élabore. Elle apprend à reconnaître les messages que lui envoie son corps et à y répondre justement. Progressivement, les sensations alimentaires s'affinent, passant de la sensation de pesanteur gastrique au premier signe de la satiété. La question de la lenteur, de la douceur et de l'écoute de soi l'amène à manger un peu moins vite, se rendant ainsi plus disponible à ces signaux de faim. Elle peut réutiliser certains exercices travaillés dans son quotidien et progresse dans la connaissance d'elle-même. Ainsi, elle me confie faire moins de crises de boulimie et s'arrêter plus tôt, s'autorisant à ne remanger que quand elle a de nouveau faim.
Les séances autour de la gestion du stress et des émotions sont également bénéfiques lors de ces crises d'angoisse. L'agressivité, auparavant dirigée contre son corps, laisse progressivement place à l'autocompassion et au prendre soin. En individuel, nous abordons la question de ces moments de dissociation corporelle. En dehors des prises alimentaires ou des moments d'hyperactivité où elle apprend encore à s'écouter sans culpabiliser, Madame D me confie ses difficultés sur le plan sexuel. Elle semble se couper de ses ressentis et intellectualise à outrance ce qu'il se passe pour elle dans ces moments d'intimité. Cette dissociation traumatique est classique, mais semble s'être solidement ancrée chez Madame D, qui a tout de même vécu 3 grossesses, une abdoplastie et une réduction mammaire depuis son agression. Je lui propose de l'accompagner dans le réinvestissement de cette partie de son corps via le toucher thérapeutique. Les premières séances mettent à jour un schéma corporel et une image du corps lacunaire. Madame D me dit ne rien sentir entre sa tête et le haut de ses cuisses, associant cette zone fantôme à un grand sac vide. Ensemble, nous évoquons le corps réel dans sa réalité fonctionnelle. Je m'aperçois que Madame D méconnaît l'anatomie digestive et omet de m'évoquer la zone génitale. Progressivement, je lui propose de pouvoir être massée au niveau de son abdomen afin qu'elle puisse réinvestir cette partie de son corps en toute sécurité, l'associant à des sensations de détente et de confort. Ces séances bouleversent dans un premier temps Madame D, qui associe le retour de ces sensations à des souvenirs archaïques, de l'ordre d'un maternage qui, selon elle, aurait été insuffisant. Puis elle peut se dire étonnée et déroutée par ce qu'elle ressent, découvre avec déplaisir son volume, mais aussi sa densité et l'élasticité de son enveloppe peau. Elle peut me dire qu'elle se sent davantage forte ou puissante que grosse. Progressivement, elle se détend et apprécie ses massages, toujours complétés par le reste du corps en lestage ou en toucher, afin de poursuivre l'unification de l'image. Je l'invite également à la toilette et aux soins du corps en conscience, avec toute la bienveillance dont elle se sent capable pour ce corps qu'elle réapprivoise. L'exercice est fastidieux, mais elle s'y astreint et finit par y trouver du réconfort. Elle pourra me parler récemment de gratitude envers son corps, qui continue malgré tout de fonctionner et de lui permettre de vivre des choses, malgré les épreuves auxquelles il a été soumis. Lors de ce travail, les parties intimes ne sont évidemment pas concernées. Mais force est de constater... pardon, je me suis perdue. Mais force est de constater que Madame D décide enfin de suivre une rééducation périnéale prescrite par son médecin depuis des années. Au bout de quelques semaines, elle parle désormais de ses 2 ventres, celui du haut et celui du bas. Sur le plan personnel, elle a regagné en confiance et en lâcher prise. Elle me confie que sa vie intime est plus harmonieuse et qu'elle vit beaucoup mieux ses moments de partage. Pour conclure, nous trouvons que Madame D va aujourd'hui globalement mieux, que ce soit sur le plan alimentaire ou celui de sa santé mentale. Le test de Dallarin, reproposé il y a peu, a doublé de score. Madame D obtient la note de 24 sur 40, ce qui passe le seuil des 21, ce qui signifie qu'elle est beaucoup moins en souffrance. Je la reçois toujours de loin en loin en fonction de ses besoins. Elle sait que ma porte lui reste ouverte, ce qui la sécurise. Elle continue de progresser à son rythme et les avancées et compétences acquises se maintiennent dans le temps. Les sensations alimentaires sont de plus en plus stables, son rapport au corps s'apaise. Bien qu'encore insuffisamment satisfaisante, son image corporelle s'est comme elle, affinée, enrichie et unifiée. Mieux encore, son vécu corporel, désormais plus authentique et agréable, est priorisé et valorisé par rapport à l'image. Elle me dit se réjouir davantage de son gain en confort et en mobilité que des tailles de vêtements gagnés. De ce côté-là, les choses ont également bien évolué. Madame D s'habille désormais à sa taille. Ses vêtements sont de qualité et choisis avec goût. Je note qu'elle prend mieux soin d'elle, ce qu'elle peut également verbaliser. Enfin, elle prévoit de bientôt remonter sur scène et de renouer avec la fonction expressive de son corps, ce qui pour elle sera pour sûr une grande victoire. Pour conclure sur ce cas clinique, suite à la prise en soin de Tiffaine, également avec la psychiatre de la patiente, effectivement le TCA était plus apaisé, elle était plus accessible au ressenti à l'écoute de ses sensations.
On a pu réenclencher un travail diététique comportemental qui finalement était mis en échec auparavant. Dans ce temps-là, elle a pu stabiliser son poids autour de 108-112 kg. Donc il n'y avait plus de yo-yo, il n'y avait pas de perte, mais il n'y avait plus de yo-yo. Et donc suite à ces avancées-là, finalement, on lui a proposé de la mettre sous Wegovy pour, une fois l'avoir apaisée, pouvoir l'aider à perdre du poids. C'était pour faire aussi le lien avec tout ce qu'on a évoqué auparavant. Merci. Merci. Il y aura la place pour une question si vous le souhaitez. Après, vous nous avez convaincus, mais c'est une richesse d'avoir des professionnels comme vous dans les structures. Il y en a très peu. Et chez l'enfant, qui est une autre possibilité, une autre option, il n'y en a pas beaucoup. Moi, ma question, et ça sera la seule, c'est comment vous vous articulez avec les autres professionnels dans la structure. Le micro devant la bouche. Que vous suiviez que vous étiez accompagné de la psychiatre ambulatoire. Mais par rapport, par exemple, aux acteurs de kinésithérapie, activité physique adaptée, etc., il y a une réflexion collective autour de la situation ? C'est la seule question que je vous poserai. Alors, en fait, je suis le médecin coordinateur de l'hospitalisation de jour. On a effectivement des kinés, des APA, des diètes, enfin voilà, tous ces acteurs-là. Et on fait des staffs régulièrement où on évoque les patients. Donc, comme je disais, on voit les patients en bilan de suivi tous les 3 à 6 mois. Et systématiquement, avant ces journées-là de bilan de suivi, on staffe les patients pour discuter de leur évolution. Donc ça nous permet de se retrouver, de coordonner le parcours. Parce que le gros débat, c'est la dernière chose que je préciserai, c'est que parmi les nombreux professionnels dans les recommandations HAS, effectivement, vous êtes listés, que ce soit les recos enfants ou les recos adultes. Après, les ressources en psychomotricien et IN, il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est toujours le débat entre l'intervention des kinés, par exemple, on va en parler, et du psychomotricien, un peu, puisqu'il y a des choses quand même qui sont à la marge ou qui se recoupent ou qui peuvent être travaillés ensemble. Certainement, c'est la meilleure solution, d'ailleurs, je pense. Mais voilà, donc il y a toujours ce débat. Quand même, en pédiatrie, c'est quand même toujours ça. Qui fait quoi, pour qui, pourquoi voilà. Donc, Alors, pour vous répondre, c'est vrai qu'on a des champs de compétences qui peuvent se croiser sur quelques items, mais pas tant que ça. De la même façon que chez les orthophonistes aussi, on croise quelques items. Vraiment, la spécificité du psychomotricien, c'est d'avoir une approche globale. Chez le kiné, on va être plutôt en rééducation fonctionnelle, sur la rééducation, la mobilité d'un membre. On va travailler avec des notions de puissance, d'amplitude, de gain. En psychomotricité, on va vraiment considérer le corps dans son état global et on ne travaillera jamais l'un sans l'autre, quoi. Voilà. Et pour vous répondre sur la question du lien, c'est très souvent que je vais voir mes collègues diète en leur disant voilà, où vous en êtes dans le travail des sensations alimentaires avec cette personne, que je comprenne ce qui a été fait, pourquoi ça bloque. J'ai pu aussi des fois aller voir mes collègues APA en disant alors surtout lors du bilan, mais surtout en avant ce qui va bien, parce que là vraiment elle a besoin de sentir son corps efficient. Donc on se complète les uns les autres. J'ai des observations très riches de tous les collègues, y compris de la sophrologue, du danse-thérapeute. Donc c'est vraiment un travail important à faire ensemble. Ce qu'a apporté vraiment Tiffaine dans notre structure, c'est que finalement, on avait, comme je dis, sur les indications pour lesquelles on est allé la chercher, c'est on avait beaucoup de patients, ils arrivaient dans leur parcours, on les mettait en atelier de comportement alimentaire et en fait, ils étaient en échec sur ces ateliers-là et finalement, maintenant, l'idée, c'est plutôt d'aller mettre si on sent qu'il y a une déconnexion ou qu'il y a une difficulté de ressenti, d'aller mettre Tiffaine en premier pour les aider à se reconnecter avant d'aller les mettre en diététique. Ok. Bien, merci. Je crois qu'on est obligé de conclure parce qu'on est déjà très en retard. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. On est ravis d'intervenir aujourd'hui pour vous parler de la place de l'éducation thérapeutique du patient dans les parcours de soins, que ce soit de l'obésité adulte et enfant, dans l'Occitanie-Est. Alors pourquoi on parle d'ETP aujourd'hui ? C'est vrai qu'en fait l'ETP, dans la prise en charge de l'obésité, quand on regarde les dernières recommandations de la Haute Autorité de Santé, que ce soit pour les enfants, adolescents et adultes, on se rend compte que l'ETP a une place structurante dans les parcours de soins.
Elle va vraiment permettre de venir aider le patient à l'accompagner dans sa maladie pour vivre mieux au quotidien, pour développer des compétences durables, on va avoir des exemples juste après, et le soutenir finalement à engager finalement ces changements dans sa vie quotidienne de manière pérenne. L'OTP est représenté comme un levier indispensable pour soutenir les ruptures de soins, pour favoriser la motivation et favoriser l'adhésion également aux soins. Et c'est vraiment en complémentarité du soin en consultation. L'ETP, finalement, c'est un processus d'apprentissage qui est vraiment centré sur la personne, sur ses ressources et sur son vécu. Donc on n'est pas uniquement dans une transmission de connaissances, on est sur quelque chose d'horizontal qui est en complémentarité du soin. Où intervient l'ETP dans les parcours de soins, donc à toutes les étapes finalement, quel que soit l'âge, à l'étape de repérage et d'évaluation initiale pour comprendre les représentations des patients et de leurs familles, à l'étape de l'élaboration du projet personnalisé pour les impliquer activement dans les choix thérapeutiques, au moment de la coordination de la prise en charge pour soutenir l'adhésion et l'autonomie dans les changements de comportement, et au niveau du suivi à long terme et dans la prévention des rechutes pour renforcer les acquis et la capacité à faire face aux difficultés. Alors on a plusieurs formats d'intervention qui sont vraiment selon les ressources disponibles. Dans le cadre de consultations individuelles éducatives, dans le cadre d'activités éducatives, en HDJ et bien évidemment dans des programmes ETP structurés. L'idée, c'est vraiment de faire avec les ressources du patient et surtout ce qui se passe sur son territoire, sur son lieu de vie. Oui, un petit focus sur l'ETP en pédiatrie, puisque là, on se retrouve effectivement, c'est pas seulement le patient et le soignant, mais il va y avoir les parents, en tout cas, ceux qui vivent avec cet enfant, qui vont être fortement impliqués dans l'éducation thérapeutique. Évidemment, selon l'âge, ça sera plus les parents et ensuite l'ado, ça sera plus l'adolescent et les parents auront quand même leur place. Il va falloir aussi dans l'ETP, bien sûr, tenir compte et impliquer l'entourage familial. On a bien vu l'importance de ça tout à l'heure dans l'intervention de Stéphanie. Et puis en pédiatrie, il va falloir s'adapter à l'âge des enfants, s'adapter bien sûr à leur stade de développement sur le plan cognitif, psychomoteur, psychoaffectif. Leur capacité de concentration, d'écoute, de socialisation, d'adaptation, d'apprentissage, etc. Donc tout ça va déterminer un petit peu le format spécifique qu'on va, des séances notamment collectives qu'on va avoir avec ces enfants. Alors, quelles compétences on va venir travailler dans les programmes ETP ? En fait, il va vraiment s'agir de développer ou de mobiliser simultanément 3 registres de compétences qui sont indissociables dans la vie quotidienne du patient. Pour différents aspects, on va vous les présenter maintenant. Donc le premier registre, ce sont les compétences d'auto-soin qui sont nécessaires pour gérer la maladie au quotidien. C'est par exemple reconnaître les sensations alimentaires, prévenir les complications évitables, impliquer son entourage dans la gestion de sa maladie, mieux comprendre les facteurs déterminants, comment mettre en place des changements dans son quotidien. Le deuxième registre concerne les compétences d'adaptation qui sont, elles, nécessaires pour faire face à une situation différentes du quotidien et en atténuer les impacts. C'est par exemple apprendre à parler de sa maladie, gérer le regard des autres, travailler l'estime de soi malgré la stigmatisation, s'observer. Et puis enfin, le troisième registre de compétences, ce sont les compétences psychosociales qui sont nécessaires pour développer les capacités relationnelles, émotionnelles et de réflexion de la personne. C'est par exemple identifier ses forces, ses ressources personnelles, c'est formuler ses besoins, c'est demander de l'aide, développer l'affirmation de soi, renforcer la motivation au changement. Et ça, ce sont que des exemples. Il y a encore beaucoup d'autres compétences parmi toutes ces trois domaines-là. Alors, la posture du soignant en ETP, il y a forcément en fait, un changement de la posture quand on fait de l'ETP. Là, il n'est plus question de faire à la place d'eux, mais de faire avec le patient ou la famille.
Et d'ailleurs, cette citation de Benjamin Franklin illustre bien l'idée. Tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me souviens. Et tu m'impliques, j'apprends. Donc c'est vrai que quand on regarde les recommandations HAS, finalement, c'est bien ça. Elles insistent sur cette approche centrée sur le patient qui vise à renforcer son autonomie, sa participation active et la valorisation des compétences qu'on vient de voir juste avant. La posture, elle demande une écoute active pour permettre de pouvoir discuter sur le vécu du patient, ses besoins, les ressources qu'elle a en elle. L'idée, c'est aussi de ralentir parfois. On n'a pas la même temporalité qu'avec une consultation classique. Donc, on parle de temporalité plus flexible. Et puis finalement, l'empowerment devient un objectif central puisqu'on va accompagner le patient à devenir réellement acteur principal de sa santé. Alors, il existe plusieurs ressources régionales qui vont nous aider finalement à mettre en œuvre l'éducation thérapeutique dans n'importe quel milieu de la région. Donc, le premier acteur, c'est bien évidemment l'ARS Occitanie, qui va avoir plusieurs missions. La première, enregistrer et suivre les déclarations des programmes ETP, et puis aussi organiser et développer l'ETP, et surtout en zone territoriale. Donc développer des liens avec les CPTS, les MSP, les associations de prévention et promotion de la santé, dans les centres de santé, etc. Les UTEP, donc, qui sont les unités transversales d'éducation thérapeutique du patient, qui, elles, vont accompagner les programmes et les actions d'éducation thérapeutique, qui vont proposer différentes formations à l'ETP, qui vont aussi animer le réseau de coordinateurs de programmes ETP. Donc on a 3 UTEP généralistes, une à Montpellier, au CHU de Montpellier, au CHU de Nîmes et au CHU de Toulouse, et également une UTEP spécialisée obésité qui se situe à la clinique du Château de Verne à Bondigou. Le troisième acteur, c'est évidemment le CSO, qui va vraiment apporter sa contribution au maillage territorial de l'offre ETP sur la filière obésité adulte et va également accompagner les acteurs de programmes ETP sur cette filière-là. L'Acéro Occitanie, qui va avoir la même fonction de contribution au maillage territorial, mais sur la filière obésité pédiatrique, qui va coordonner un programme ETP multisite TCAP que ma collègue va vous présenter plus tard. Et puis accompagner les acteurs ETP également dans la mise en œuvre de leur programme et proposer des formations sur l'obésité pédiatrique. Alors pour savoir ce qui se passe un petit peu en ETP en Occitanie, alors vous avez plusieurs façons de le chercher. Donc déjà sur le site monetp.fr, en mettant la rubrique obésité, vous pouvez déjà identifier en fait les programmes qui existent. Et nous avons demandé là, à l'ARS Occitanie de nous donner les chiffres de la réalité en fait, de l'ETP en Occitanie en obésité, parce qu'en fait, nous-mêmes, on n'avait pas conscience du nombre de personnes touchées. Donc, vous voyez, donc, il y a 48 programmes déclarés, en tout cas déposés à l'ARS Occitanie. Et en 2024, il y a eu au total 3672 patients. Donc, principalement, vous voyez, en hospitalisation, et puis un petit peu en venue externe, et alors très peu, je crois qu'il y avait 32 patients qui ont suivi l'ETP en distanciel. On a aussi de l'information sur les programmes existants, sur ce livret des programmes ETP du GHT Est, Hérault, Sud Aveyron. Donc, c'est un petit livret qui est accessible sur Internet. Sur le site du CSO, là aussi, les programmes ETP sont cartographiés. Et également, alors là uniquement pour l'obésité pédiatrique, mais sur le site de l'Acéro Occitanie, dans l'onglet ressources, vous avez une cartographie de l'offre de soins. Et alors, il n'y a pas que les programmes ETP là, qui sont bien sûr référencés, mais aussi l'ensemble de l'offre de soins en obésité pédiatrique, cette fois, dans notre région. Alors, ça me permet de parler justement d'un programme ETP en obésité pédiatrique qui peut potentiellement vous intéresser, qui est donc porté par l'Acéro Occitanie, donc c'est le programme TCAP. C'est un programme qui existe depuis de nombreuses années, qui était porté initialement par le REPOP Midi-Pyrénées sur Toulouse, en partenariat avec la CPAM de 31. Et que maintenant, depuis 3 ans, donc, nous avons développé pour qu'il soit un programme ETP clé en main, un programme ETP multisite.
Donc la CERO est le coordinateur et c'est vous, les sites, sur le terrain, sur les territoires, qui pouvez le mettre en place. On vous fournit donc pour ça un petit peu l'ensemble des outils. Donc c'est un programme qui s'adresse à des enfants en situation de surpoids ou d'obésité non complexe. Ils vont être accompagnés de leurs parents, puisque les ateliers, pour la plupart d'entre eux, ce sont des ateliers parents-enfants. Il y a une durée de 8 heures. On vise la tranche d'âge école élémentaire, collège à peu près. Et donc, il y a, bien sûr, au-delà du BEP classique pour démarrer le programme TP et de l'entretien final, il y a 6 séances collectives socles, 6 séances éducatives qui sont proposées autour, vous voyez, des thématiques, je dirais, un petit peu habituelles qu'on aborde dans ces questions d'alimentation, d'activité physique, de connaître un petit peu la pathologie. Mais vous voyez, l'avant-dernier, l'atelier Bien dans sa tête, bien avec les autres, c'est un atelier qui est réservé uniquement pour les enfants. Et là, on va travailler justement sur le renforcement des compétences psychosociales de ces enfants, l'estime de soi, la confiance en soi, et la gestion des émotions. Et le dernier atelier, c'est uniquement pour les parents, c'est la charte du parent aidant. Là, c'est pour renforcer justement les compétences des parentales. Et puis, il y a 2 ateliers optionnels là, qui vont bientôt être mis, qui vont compléter cette offre de programme ETP, un sur le sommeil et l'autre sur les écrans. Alors, on fournit l'ensemble des déroulés pédagogiques, l'ensemble des outils d'animation et de suivi. Donc, voilà, c'est vraiment pour ça qu'on l'appelle un petit peu un programme clé en main. Et vous voyez, donc actuellement, il y a 11 sites qui dispensent ce programme. En 2024, il y avait 70 enfants et leurs parents qui ont pu en bénéficier. Si vous êtes intéressé, on va vous présenter, bien sûr, la CERO Occitanie se met à votre disposition pour vous le présenter de manière un petit peu plus approfondie. Alors, il faut bien sûr avoir une équipe formée à l'ETP sur les territoires. Et puis, voilà, on signe une convention et ensuite vous mettez en œuvre ce programme sur votre territoire et on vous accompagne dans la mise en œuvre. On a regardé un petit peu justement les freins et les leviers à la mise en place, ce qui a marché, les aspects positifs et négatifs. Alors, ce qui est des fois un petit peu difficile sur le territoire, c'est de constituer une équipe d'intervenants formés à l'ETP. Il y a cette formation à l'ETP 40 heures qui est obligatoire puisque c'est un programme déposé à l'ARS. Le temps dont disposent les professionnels en libéral pour mettre en œuvre des ateliers collectifs en dehors de leur consultation. On sait qu'ils ont des temps de consultation très, très importants, potentiellement l'intérêt, et aussi la coordination de ces programmes sur le site, puisqu'il va falloir quand même coordonner les acteurs, les intervenants entre eux, etc., assurer, et avec nous aussi faire le lien avec la CERO Occitanie. Il y a toujours le problème de recrutement des patients, mais ça, je dirais, c'est un peu inhérent à l'ETP. Donc, effectivement, mais il faut que sur le site, en tout cas sur le territoire, il y ait une file active suffisante et savoir aussi comment ce programme va être proposé aux patients pour qu'ils puissent adhérer. Et puis, il y a toujours la question du financement. Même si ce programme est financé, puisqu'on perçoit les forfaits de l'ARS, est-ce que ça suffit pour les équipes en libéral pour mettre en place ce programme? Donc ça, c'est les moins. Mais il y a beaucoup de bénéfices. Alors, bénéfices, bien sûr, pour les patients, les jeunes et leurs parents, et également les soignants qui nous font des retours. En fait, ils voient leur patientèle de manière complètement différente dans ce type d'atelier collectif, et ils en tirent eux-mêmes beaucoup de bénéfices. Le fait qu'on mette à disposition des structures, l'ensemble des ressources, ça c'était effectivement un point très positif, puisqu'il n'y a pas à créer toutes les séances, il n'y a pas à créer les outils d'évaluation de ces séances, etc. Donc c'est quand même, ça facilite la mise en œuvre. Aussi l'accompagnement qu'on fait auprès des équipes, bien sûr, ça aussi, ça facilite. Et nous organisons aussi une fois par an des rencontres d'échange de pratiques entre sites dispensateurs. Et ça, ces échanges sont aussi très riches, puisque finalement, entre sites, ils ont certains, voilà, ils se donnent des astuces ou en tout cas des façons de mettre en place ce programme de manière des fois différente sur les territoires, et c'est très enrichissant. Et d'ailleurs, ça nous a permis de mettre en place une foire aux questions qui est enrichie au fur et à mesure. Et puis, l'intérêt aussi d'un programme multisite coordonné de cette façon-là par une structure régionale, c'est qu'il n'y a plus la barrière des 25 patients
par site pour être financés, puisque là, les 25 patients, cette barrière-là est comptabilisée au niveau de la région, et donc nous la dépassons largement chaque année. Et donc vous êtes sûr d'être financé, en fait, pour l'activité d'ETP que vous allez mettre en place. Et alors, de mon côté, je vais vous présenter un programme ETP de proximité, mais versant obésité adulte, qui est porté par une association qui s'appelle DREAM pour diabète, recherche, éducation, alimentation et métabolisme. C'est un programme qui est décliné en 2 programmes, finalement. Un programme initial qui s'intitule Solidarité, poids et santé, et un programme de renforcement qui s'intitule Obespoir. Ces 2 programmes sont destinés principalement à un public adulte en situation de précarité, vivant dans 2 quartiers prioritaires de la politique de la ville, quartier Cévennes et quartier Mausson. On a une équipe d'intervenants pluridisciplinaires composée de médecins, d'infirmières, de psychologues, de diététiciennes, d'enseignants en activité physique adaptée et beaucoup d'autres. Et ce qui est intéressant, c'est que les 2 programmes sont construits et les ateliers animés avec des patients partenaires. Et ça, c'est une véritable richesse, on s'est rendu compte, de par déjà leur vécu, leur savoir expérientiel, leur capacité à dialoguer avec les intervenants. Ça favorise vraiment l'engagement des autres participants. Ça permet aussi d'améliorer la cohésion sociale au sein du groupe. Et de faire le lien entre le discours, le message éducatif et comment le message est compris par les personnes. Au niveau du programme, il est décliné sous différentes choses. Donc, comme pour TCAP, on a les BEP initiaux, les BEP finaux. Le BEP initial, donc bilan éducatif partagé initial, il est vraiment là pour faire connaissance un à un, finalement, entre l'intervenant et le patient. On fait le point sur son vécu, sur différentes thématiques. Et le but, c'est vraiment de mettre en évidence les freins, les difficultés de la personne, ses leviers et puis les ressources de la personne, ses objectifs qu'on négocie ensemble. Et puis voilà, le plan éducatif qui s'ensuit, donc des ateliers collectifs pour l'instant, qui sont construits sur les 4 piliers de la santé au niveau de la gestion des émotions, du sommeil, de l'alimentation et de l'activité physique. Donc on a tout un tas de sujets qui en découlent. Et puis récemment, on a également aussi mis en place un cycle autour d'ateliers sur l'approche psychocorporelle. Alors, on n'a pas de psychomotricienne, mais on a fait intervenir une musicothérapeute, une socio-esthéticienne, et puis tout un tas d'autres ateliers pour faire travailler la personne sur sa capacité à mettre plus de présence et de conscience dans le corps, et pour, in fine, travailler l'estime de soi et la confiance en soi par rapport à la maladie, au regard de l'autre, etc. Et puis après tout ça, on a le bilan éducatif partagé final, où on fait on évalue un petit peu où est-ce qu'on en est par rapport aux attentes initiales, par rapport aux objectifs, et s'il y a besoin, du coup, d'entrer dans le programme de renforcement. Bon, comme dans tout programme, on a des difficultés et des points positifs. Donc, je vais commencer par les difficultés qui sont, de par notre public, pour certains, une instabilité résidentielle et puis une barrière linguistique. Au niveau de la coordination, comme pour TCAP, on a les problèmes de recrutement de patients. Au niveau de la communication également, que ce soit avec le lien ville-hôpital, avec les autres structures locales, ça demande aussi du temps. Et puis la contrainte réglementaire du seuil de 25 patients. Je n'ai pas mis le financement, mais c'est également aussi un point faible chez nous. Et au niveau des forces, qui sont des très belles forces, je dirais quand même au niveau de la cohésion sociale qui se crée dans nos groupes, les personnes arrivent très souvent avec vraiment une peur de l'autre, une peur de regard de l'intervenant et des autres patients. Ils sont là finalement, ils échangent, ils se rendent compte qu'ils ont les mêmes difficultés, ils font connaissance, ils deviennent amis puisque le quartier fait qu'il y a un dynamisme aussi qui se met en place et les gens font leur propre activité de leur côté sans nous. Donc c'est génial. On a cette intégration de patients partenaires à l'équipe pédagogique qui est vraiment une ressource, un plus. Et on essaye tout le temps d'adapter les contenus aux freins sociaux et culturels dans nos outils, dans nos manières d'animer les ateliers.
Donc finalement, pour conclure sur cette présentation, pour renforcer l'offre TP, on va devoir passer par différentes choses. La première, c'est sensibiliser davantage et former davantage les professionnels en déployant des formations sur l'ETP et également sur l'obésité, en accompagnant également la mise en œuvre de l'ETP dans les parcours de soins. Le deuxième point, c'est développer les partenariats avec des structures déjà existantes dans les territoires, que ce soit les CPTS, les MSP, les DAC, les CLS. Et puis travailler toujours sur ce projet d'élaboration d'un référentiel de compétences en ETP sur l'obésité avec l'UTEP de Bondigou, qui rassemble tous les coordinateurs de programmes ETP de la région. Et enfin, le dernier point, c'est évidemment renforcer l'offre de proximité qui va passer par déployer des actions et des programmes ETP vers les lieux de vie des patients, au plus proche en tout cas de chez eux, et être en appui aux professionnels pour structurer et animer une offre de soins la plus adaptée possible. Merci. Merci beaucoup. Donc merci Geneviève et Estelle. Il y a la place simplement à 2 questions, puisqu'on est un peu contraint par le temps. Y a-t-il des questions? Oui, Annick. Merci, Annick Fonbonne. Qu'est-ce que vous avez comme public, entre guillemets, enfin, quels sont les patients qui viennent, catégories socio-professionnelles, âge, etc. Est-ce que vous avez une idée? Oui, pour les adultes. Pour les enfants. Pour les adultes, initialement, le programme a été fait vraiment pour le public le plus précaire. Donc, ce sont vraiment des personnes avec une catégorie socio-pro plutôt basse. Et finalement, on se rend compte qu'on a même des patients d'autres quartiers qui ont entendu par le bouche à oreille et qui viennent. Et là, on a des profils assez différents. Donc, en ce moment, on est plus sur une mixité des profils. Ça dépend entre Cévennes et Mosson, on a quand même aussi une différence, je dirais. Mosson, là, on est plus sur un profil de précarité un peu plus que les Cévennes, mais c'est assez fluctuant par rapport au niveau des cycles que l'on propose. Geneviève, peut-être pour l'enfant. Oui, nous, le recrutement en fait, sur les territoires, donc ce sont les équipes, ils suivent déjà des patients. Souvent, ils sont sites référencés Mission Retrouve ton Cap. Et finalement, c'est dans le cadre de cette offre de soins à travers Mission Retrouve ton Cap, où il y a des bilans et des consultations qui sont prises en charge par l'assurance maladie. Ça vient vraiment en complémentarité, ce programme ETP, en complémentarité de cette prise en charge individuelle. Donc là, je dirais c'est un peu tout public, puisque là, ça dépend vraiment. Il n'y a pas de caractéristiques, puisque ça dépend vraiment des territoires. Merci. Moi, le message, c'est formez-vous à l'ETP. Là, je sais pas, je sais dans la salle qu'il y a des personnes formées, c'est évident, mais peut-être pas toutes. Donc, formez-vous. On peut vous donner éventuellement des pistes pour les sites de formation à l'ETP. Et puis ensuite, c'est l'outil principal d'accompagnement multimodal des parcours obésité. Donc, c'est quelque chose qu'on met en place. Vous nous avez reproché, entre guillemets, depuis 11 ans de ne pas donner d'outils de terrain. Là, c'en est. Donc, les 2 référentes, elles sont là. Vous pouvez les solliciter. Si vous voulez nous sommes sur nos stands aussi dehors. Les stands. Et on est très accompagnés par les associations qui vraiment nous donnent des leçons à ce niveau-là. Voilà.